C'est parti. Alors, code du PUT 6. Donc hier on a mis, j'ai mis en place Displacement 0.1, on l'a fait évoluer à 1.0. On a fini le drapeau. J'ai rajouté un dossier Parallel Noise qu'on va regarder après. Je vais commencer par générer un bruit, enfin un bruit fractal et le visualiser à la place du mouvement du drapeau. Donc on repart de SC0202 Displacement 1.0, pardon, ZXVF. Donc on a le drapeau avec le mouvement sinusoïdal où on a recalculé les hauteurs. On a ce programme-là et donc on va coucher maintenant le terrain, enfin le coucher un peu plus et utiliser une carte de hauteur pour statique pour le surélever sous la forme d'un modèle numérique de terrain. Alors, modèle numérique de terrain, c'est quelque chose, c'est un terme spécifique qui est utilisé dans les SIG de terrain. Donc, les MNT, vous allez tomber sur des sites comme les sites de la NASA, les trucs comme ça, où on retrouve en réalité des vrais modèles numériques de terrain qui ont été numérisés soit par satellite, soit avec des lidars, etc. Les lidars, c'est des lasers qui mesurent les distances. En anglais, ça s'appelle Digital Elevation Map, DEM. Non. Digital Elevation Maps. Voilà, vous retombez sur des DEM, etc. Et l'idée, c'est, nous, on va utiliser ce type de données, sans nécessairement aller les chercher, télécharger des données réelles. On va générer une Digital Elevation Map aléatoire. Et on va pas attaquer le bruit de Perlin tout de suite, on va en générer une en utilisant une des fonctions de GL4D. GL4D. Vous avez où est-ce qu'il est la doc de référence dans la sous-partie GL4DM, liste de fichiers GL4DM pour mathématiques. Vous avez une seule fonction, un seul générateur de bruit fractal 2D qui est cette fonction-là. GL4DM, Triangle Edge, c'est le nom d'un algorithme en fait qui génère une surface fractale, qui est un algorithme de type déplacement du milieu ou midpoint displacement. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails de l'algo. Après, si ça vous intéresse, je peux faire une séance sur ces algos de subdivision de surface. Triangle Edge, Midpoint Displacement. Je vais essayer juste de retrouver une image caractéristique de l'algo. Deux images caractéristiques de l'algo. Celle-là m'intéresse un tout petit peu. Donc, dans celle-là, ce que vous pouvez voir, c'est une courbe qui est découpée morceau par morceau, itération par itération, où on prend donc on calcule le milieu de la courbe. Donc là, si vous suivez mon pointeur de souris, vous calculez le milieu et vous le déplacez soit vers le haut, soit vers le bas, proportionnellement à peu près à la taille du morceau.
Donc vous prenez un morceau, vous le coupez en deux et vous déplacez vers le haut ou vers le bas. Vous reprenez récursivement le morceau, vous coupez en deux, vous déplacez vers le haut ou vers le bas. Ça, c'est en une dimension. Vous le faites en deux dimensions en imaginant une surface. Alors c'est peut-être un peu plus compliqué à imaginer. Mais en gros, vous avez quatre sommets. Vous imaginez le sommet central, qui est une sorte de moyenne des quatre du coin, et vous le déplacez vers le haut ou vers le bas. Et vous faites la même chose sur les quatre côtés, et vous déplacez vers le haut ou vers le bas. Et vous faites ensuite ça récursivement. Alors vous pouvez retrouver peut-être plus de détails là-dessus dans ma thèse, où j'introduis ces méthodes-là, ce qu'on appelle les méthodes de déplacement des milieux. Et la plus simple, c'est celle qu'on appelle le triangle edge, c'est-à-dire les côtés du triangle, en fait. On part d'un triangle et on calcule les milieux des côtés d'un triangle. Et cette méthode de déplacement génère des terrains, génère des surfaces fractales qui peuvent plus ou moins ressembler à ça. Voilà, et qui ont un côté, je trouve, ah tiens, ça c'est la mienne, et qui ont un côté, je trouve, un peu plus naturel que le bruit de Perlin. Je ne suis pas là pour critiquer le bruit de Perlin. Le bruit de Perlin, c'est une méthode qui fonctionne plus sur le domaine fréquentiel. Ça produit des choses sympathiques et ça a au moins l'avantage d'être implémentable en GPU et complètement indépendante de toute contrainte. Comment dire, vous demandez à générer la coordonnée d'un sommet n'importe où dans l'espace et vous n'avez pas de contrainte et ça vous la génère. Alors ne pas avoir de contrainte, ça fait que en contrepartie, on ne peut pas imaginer et fabriquer tout ce qu'on veut avec non plus. Enfin voilà. Par opposition aux autres méthodes sur lesquelles moi j'ai travaillé pendant ma thèse, où je génère en fait des modèles numériques de terrain avec des contraintes. Mais bon, c'est juste, j'en fais la pub 2 secondes. Par exemple, cette méthode-là que j'avais proposée en 2018, qui est une extension de mon travail précédent, mais en full GPU. Mais c'est très compliqué à mettre en place par rapport à un bruit de Perlin. Il n'y a rien à voir, quoi. Enfin, c'est assez compliqué à implémenter par rapport à un bruit de Perlin. Mais ça permet de générer des choses qu'on peut sketcher, qu'on peut comment traduire sketcher, faire un croquis du paysage, voilà. Pouvoir à la main faire un croquis du paysage et le voir se générer. Là, je suis en train juste de montrer des défauts d'une ancienne méthode et ensuite de montrer des améliorations de la méthode. Donc en gros, voilà, je peux prendre une surface, je peux dessiner dessus du texte et ça fait des montagnes et des trucs comme ça qui correspondent à ce que je dessine. Voilà. Bon, ça c'est possible quand on part d'une méthode de découpage spatial comme les méthodes de subdivision, de déplacement des milieux. Mais c'est moins le cas avec une méthode qui fonctionne dans le domaine fréquentiel comme l'est le bruit de Perlin. Donc on commence par la simple déplacement des milieux qui est proposée. Celle-là, elle est simple et donc pas compliquée à implémenter. Elle est proposée dans GL4dummies. Vous pouvez regarder le code, c'est juste une fonction récursive qui travaille sur un rectangle récursivement et calcule récursivement les hauteurs de tous les pixels du rectangle, en gros. Donc bon, je vous laisserai à la limite jeter un œil dessus. Et si vous avez envie qu'on en parle plus longuement des méthodes de déplacement des milieux, on pourra programmer une séance là-dessus. Donc moi, je vais juste l'utiliser là pour en faire une texture que je vais envoyer et que je vais ensuite exploiter dans le code shader pour déplacer mes vertices. Alors, hop. Donc au moment où
et au moment où je crée ma grille. Alors, et pas comme Neil t'a fait hier, parce qu'il y a une méthode qui vous permet de créer une grille directement à partir d'une carte de hauteur. Il faut pas l'utiliser. Bon, celle-là, ça veut dire c'est déjà déplacé, les calculs de normal ont été refaits, tout est refait en CPU là. Voilà. Le sujet d'hier et sur lequel on continue aujourd'hui, c'est on fait tout en GPU. Donc on triche pas, on le fait pas en amont. Voilà. Par contre, ce qu'on va faire en amont, c'est générer la texture de bruit aux mêmes dimensions que la texture de la grille et ensuite faire bouger la grille pour qu'elle matche la texture de bruit. Je sais pas si j'ai été clair. Donc la fonction en question, donc triangle edge, prend une largeur, une hauteur et un paramètre obscur qui s'appelle h, qui est l'exposant de Earth. C'est lié à ce qu'on appelle la dimension fractale de la surface. Alors les fractales, j'en ai pas parlé, hein, mais c'est très intéressant comme objet mathématique et géométrique. Il faut juste savoir qu'une surface fractale, elle n'a pas une dimension entière comme l'est une surface, au sens classique du terme. Une surface, elle est 2D, une surface fractale, elle peut aller jusqu'à un objet presque 3D. Donc elle aussi, une surface fractale entre un objet théoriquement bien sûr, elle aussi entre un objet 2 dimensions et un objet 3 dimensions. Comme une courbe fractale est entre 1 et 2, une surface, elle est entre 2 et 3, et un volume fractal, il est entre 3 et 4. Voilà. Donc ce paramètre h, au fait, il contrôle le degré de bruit de la surface. Plus vous le baissez, plus le bruit est fort. Ah, c'est dans l'autre sens. Plus vous le baissez, plus le bruit est fort, et dès que le paramètre dépasse 1, vous êtes en train d'éliminer le bruit. Ok, donc cette fonction, je vais... elle retourne un GL float. Oui. Je vais récupérer un GL float étoile. Du coup, je vais l'appeler map. Et j'appelle la fonction avec une largeur, une hauteur et ce paramètre h. Alors, peut-être qu'on se crée nos constantes. Const int w, on va faire 250. Je vous conseille des puissances de 2 plus 1 pour avoir les meilleurs résultats. H égale 257. Map égale GL4DM triangle edge de WH et le paramètre H, là, l'autre H, le grand H, on va le mettre à 0,5. Donc là, ça me retourne un pointeur vers une map qui est en gros une texture de flottant entre 0 et 1, ou entre moins 1 et 1, je ne suis pas sûr, entre 0 et 1. Donc, et quand j'aurai fini de bricoler avec, je peux la free. Hop, et entre les deux, je vais la transmettre. Donc ici, je corrige 2-3 choses. Ici, je fais en sorte de gérer mon paramètre petit w, petit h. Ici aussi, petit w, petit h. Je fais en sorte maintenant d'avoir une texture qui va être utilisée côté OpenGL. Donc, j'aurais dû préparer ça, désolé. Ça va me prendre du temps à écrire. Identifiant pour une texture GL4D. Non, GL tout court, pardon. TechID. Donc ici, on va la gène, GL gène textures, une texture dans TechID, GL bind texture
GL texture 2D. Bon, ça nous fera l'occasion de voir autre chose que des textures RGBA. GL texture 2D et TechID. Je débind la texture en mettant 0. Et entre les deux, je paramètre la texture. Alors, on ne veut pas d'interpolation linéaire, donc glTech paramètre I, GL texture 2D, virgule, le nom du paramètre GL texture min filter, texture minify filter, on met GL nearest. Donc ça c'est pour dire à OpenGL, quand tu rapetisses la texture par rapport, quand tu considères la texture plus petite que ce qu'elle est, fais une interpolation nearest, et plus grosse que ce qu'elle est, fais une interpolation nearest. C'est-à-dire, n'invente jamais des nouvelles valeurs, prends la valeur la plus proche dans la texture elle-même. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait une invention de valeurs qui n'existent pas et que cette valeur soit inventée par interpolation linéaire. J'en veux pas, je veux du calcul exact. C'est là où peut-être vous avez une petite nouveauté qui nous sera utile plus tard, TechImage. Donc la fonction qui transfère une texture de OpenGL de CPU vers GPU. Donc c'est glTechImage 2D. Et là, glTechImage 2D. Alors, le level, c'est 0. Le internal format, c'est GL Red. Est-ce qu'on a GL R32F? Oui. Alors, peut-être c'est utile que je vous remette la doc gl.org. Pardon. OpenGL.org. Référence glTechImage 2D. Hop. Ici, on vous dit qu'est-ce que c'est internal format. C'est donc le nombre de couleurs componentes dans la texture. Côté GPU, ça peut être une des valeurs données dans le tableau 1, ou sinon dans le tableau 2, ou sinon dans le tableau 3. Alors, tableau 1, c'est ça, c'est des trucs classiques. Tableau 2, on est plutôt là-dedans, ou tableau 3, des trucs un peu plus space. Qu'est-ce que c'est que ces spécifications-là? C'est des spécifications où vous pouvez dire, en fait, dans la machine, je veux que, par exemple ici, juste le rouge tienne sur 32 bits. Donc j'ai un flottant qui est plus intéressant qu'un flottant sur 8 bits. Parce que sinon, par défaut, en fait, c'est des 8 bits. 8 bits par composant. Donc si je veux du 32 bits par composant, il faut que je mette ça. Donc ça, c'est le internal format côté OpenGL. Largeur, hauteur, W, H, border 0. Format. Alors, côté format, c'est-à-dire la donnée en CPU, comment elle est spécifiée. Où est-ce que un format, ça peut être un des suivants. Et là, en fait, je vais dire c'est un RAID ou c'est un depth component. Mon format, c'est un seul truc, en fait. C'est pas un RGBA, c'est un seul truc. Donc, OK pour RAID. Je suis en train de t'envoyer du rouge. Alors, je m'en fiche, ça peut être du vert ou du bleu, c'est exactement la même chose, mais on prend en fait la première composante et on met dedans. Le type, après le format, le type de ce RAID, c'est un GL float. Voilà. Et enfin, le pointeur, c'est map. Et normalement, la texture est bien transférée là. Donc là, c'est une texture monocouleur définie dans un flottant et on l'envoie avec le maximum de détails. On veut pas qu'il abîme en fait les valeurs qui sont dedans.
Donc, je dois rebind ça au moment du dessin, donner un uniforme au moment du dessin. Donc, ici, je rebind la texture avant de dessiner et j'envoie le uniforme qui dit que la texture elle est bindée sur l'étage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vais faire rapidement un rappel. Il y a la fonction active texture. Si vous avez besoin d'activer plusieurs étages de texture et donc envoyer plusieurs textures en même temps, un petit rappel, je crois que c'est le 0, il est collé. Il y a la fonction GL active texture. En gros, vous dites ouvre la boîte 0 de texture, bind dedans la texture TechID et voilà, et ensuite débind après avoir fini de dessiner. Et donc entre les deux, il faut quand même lui indiquer par un uniforme que votre texture, elle a été bind sur l'étage 0. Donc vous l'appelez tech et vous envoyez un 0 juste pour dire que, et c'est un entier. Vous l'appelez tech, vous envoyez un 0 et c'est un entier. Et donc pour signifier qu'elle a été bind sur l'étage de texture actif, l'étage 0. Voilà. Ça, c'est pour envoyer une texture. Ne pas oublier de libérer la texture quand vous avez fini. If TechID. Alors, GL delete textures. Une adresse de TechID. Ça fait beaucoup de boulot, hein, tout ça. Mais bon. TechID égale 0. On remet ça à 0. Et on devrait être bon. Donc tout ça en deux parties. La partie génération du bruit par une fonction. Et la deuxième partie, envoi de ce bruit dans une texture OpenGL. Si vous voulez, on peut d'abord le voir, ce bruit, avant de le mapper sur les triangles, sur la surface. Alors, on va dans le fragment shader. Alors, je vais quand même juste exécuter le code pour voir si ça marche encore. Hein. Donc là, a priori, notre surface, ça ne se voit pas. À la machine, elle tient le choc, mais elle contient beaucoup plus de triangles. Hein. 257 fois 257 fois 2. 257 au carré, le tout fois 2. Triangle. Ça, c'est la complexité de notre géométrie qui est envoyée. Si on veut mapper une texture dessus, uniforme, sampler. Le int devient un sampler 2D. Tech. Ma texture tech, je vais l'exploiter. Je vais l'exploiter à la place du matériau diffus ici. Donc je vais récupérer en réalité, c'est une luminance que je vais récupérer. Luminance égale texture de tech à GSO Tech Cord. Oui, j'ai ça. À GSO Tech Cord, je prends le rouge. Hein, vous vous souvenez, j'avais envoyé ma donnée dans le rouge. Hein, prenez pas le vert et le bleu et l'alpha. Ils sont à 0. Parce que j'ai envoyé la donnée que dans le rouge. Donc je récupère le rouge et je remplace le matériau diffus qui est là. Je vais faire un commentaire comme ça. Je remplace cette composante par un vec 4 de la luminance. Voilà. J'ai juste commenté pour ne pas supprimer mat diffus, hein, au beau milieu de la formule. Donc vec 4 de luminance.
et ça marche pas. Syntaxe error. Tech. J'ai une syntaxe error au niveau de tech. Uniforme. Sampler 2D. Et voilà. C'est beau. Donc, ça donne un effet marbré. Donc, ce que vous voyez là, c'est le bruit fabriqué par la fonction triangle edge. Si vous voulez renforcer le bruit, par exemple, renforcer le contraste d'une valeur qui est entre 0 et 1, vous pouvez l'élever à une puissance supérieure à 1, par exemple 1.5. Ça renforce le bruit. Ça augmente son potentiel. Ça renforce l'écart des valeurs, son potentiel soit proche de 1, soit éloigné de 1. Bon, je vais le faire un peu plus fort. Voilà. Et puis si vous voulez changer la dimension fractale du bruit, hein, j'avais parlé du grand H, le paramètre grand H, paramètre de Hertz. Donc c'est lui qui permet de contrôler ce degré de bruit. Alors si je vais dans des valeurs extrêmes, 0.1, je vais quasiment avoir du bruit blanc. Vous voyez? Et si en contrepartie je me rapproche de 1, par exemple 0.7, là je vais avoir du bruit très lisse, trop gentil. Voilà, ça c'est un bruit lisse ou un bruit plutôt proche du bruit blanc. Bruit blanc, c'est rand, quoi. Hein. Si vous mettez 0, vous avez quasiment rand. Si vous mettez 0, vous avez random. Voilà. Donc tout ça, c'est 0... tout ça, c'est 0 octet en mémoire. Tout est procédural dans ce qu'on vient de faire. Hein. Donc c'est bénéfique pour vous si vous souhaitez exploiter ça dans votre démo 64K. Alors, est-ce que... Non, peut-être on va attendre de déplacer le... Est-ce qu'on laisse le mouvement de vague? On fait un mélange de tout, hein? Moins fort, je suis d'accord. Donc on couche légèrement l'objet. Où est-ce qu'il est l'objet? Le rotate. 60 plus 30. Alors, on va faire plutôt 30 plus 15 fois sinus. Là. Et l'amplitude du bruit, elle était dans la fonction, dans le shader. Et dans displacement, l'amplitude, elle est là. On va la mettre très légère, 0,5. Voilà. On est sur un drapeau qui flotte légèrement. Maintenant, on veut que là où il y a des taches blanches, le terrain s'élève. Et là où les taches sont noires, il reste là où il est, à peu près. Donc on vient dans cette fonction-là rajouter en fait l'exploitation de la texture. Alors ça c'est si je dis pas de bêtises, il faut quand même avoir un minimum, je crois, en fait, c'est pas OpenGL 3.2, mais il faut aller un peu plus haut dans les versions d'OpenGL. Enfin, si jamais ça passe pas pour certaines personnes, vous me dites, comme ça je cherche, il y a une option à activer pour que ça marche. Parce que l'accès aux textures, il n'était pas possible au début dans les Vertex Shader. Voilà, l'accès aux textures, il était fait que dans... que je laisse la couleur, je laisse... Ouais, je laisse ça. Ok. Je le laisse, je ne l'enlève pas. Je vous laisserai ensuite le choix de faire avec ou sans. Donc, le sampler 2D, je fais là exactement la même erreur. Le sampler 2D Tech, je viens le rajouter aussi dans le Vertex Shader.
et je l'exploite dans la fonction update8 directement, où je vais modifier post.y et rajouter une autre amplitude, amplitude 2, qu'on va mettre à combien 0.25, celle-là. Donc je viens rajouter amplitude 2 fois texture de tech, virgule, escort. Et attention, c'est le rouge qu'il faut prendre encore une fois, le R. Donc je prends la position qui a été déjà modifiée par le cosinus et je viens lui rajouter la hauteur dans la texture. Et comme tout est centralisé et pour le sommet et pour ses voisins, tout est centralisé dans Update 8, ça devrait marcher. Peut-être pas assez fort. Hop, un peu plus fort, non? 75. Voilà. Alors, on a une petite déchirure au début. Je sais pas à quoi c'est dû. Probablement au repeat. On en a parlé hier. Alexandre, vous m'aviez dit quand on est au bord, et justement on a ce problème-là de déchirure au bord, parce qu'on va chercher la texture par repeat. Je vais vous montrer comment on règle le problème. Je vais juste générer un terrain un peu plus bruité. Tac, tac, tac. Donc ici, je passe à 0,4. Après, bien sûr, vous jouez sur l'amplitude pour avoir quelque chose de plus ou moins haut. Et donc, vous pouvez constater qu'il y a quelques soucis au bord, parce que le cycle dans la coordonnée de texture, il fait pas que, enfin, il fait une discontinuité. J'explique. Hop, un dessin là pour le coup. Donc, une texture, le comportement par défaut, c'est qu'elle est répétée. Donc, généralement, je prends l'exemple avec, je ne sais pas si j'en avais parlé l'an dernier. Je prends l'exemple avec la lettre B. Vous imaginez une texture sur laquelle vous avez la lettre B, et donc le comportement par défaut, c'est vous allez répéter le B ici, vous allez le répéter là, et vous allez le répéter là. En gros, quand vous allez sortir, vous commencez en 0,0, vous arrivez en 1,0. Quand vous allez continuer, vous allez reprendre comme si vous étiez au début ici. Quand vous sortez de ce côté, vous revenez là. Donc en gros, on va redessiner le B là, redessiner le B là. Et donc ça, c'est le comportement classique, le GL repeat. Donc, si, imaginez que vous ayez un pic ici, une montagne, juste là au bord. Le pic, il sera répété là, et pas à côté. Donc, vous avez un pic ici, mais un creux ici. Donc, là, quand vous arrivez à la sortie, vous allez coller un creux à un pic. Et vous allez avoir cette déchirure au niveau du terrain. Donc, l'idée, c'est que on ne veut pas avoir le creux qui est là, mais plutôt le pic qui est là, et le creux, il arrive ici, par miroir, en fait. Et donc, vous allez répéter plutôt la texture par miroir, c'est-à-dire le B, il sera... Bon, je fais mal, mais vous me pardonnerez. Le B... Alors, oula, j'ai du mal à le faire, celui-là. Hop, la tête d'abord, et le ventre après. Et là, le dos, la tête, le ventre. On est à peu près bon. Donc la répétition par miroir, elle va me permettre d'avoir le pic face au pic. Et là, je vais repartir avec éventuellement le truc à l'endroit, etc. Voilà, ça c'est le comportement repeat. Repeat mirror. Pardon. Donc, pour faire ça,
il faut modifier les paramètres de GL et modifier du coup comment il doit se comporter quand vous avez un dépassement de la coordonnée de la texture. Texture 2D. Hop. Et là, c'est GL. Là, ça donne faim. Enfin, ce que je pense qu'à manger. Texture wrap. Texture wrap. La première coordonnée, les X, s'appelle S. Et vous lui dites comment doit se comporter le wrap du X. Ah, j'ai vraiment faim là. GL repeat, je pense, repeat mirrored. Repeat mirror. Mirror repeat. Mirrored repeat. GL mirrored repeat. Ok, vous faites la même chose pour la coordonnée T. Ça c'est S. Et la même chose pour T. Et puis si votre texture elle est 3D, c'est STU, je crois. Troisième lettre. Et voilà. Et on croise les doigts. Voilà, vous n'avez plus de soucis au bord. Tout est clean. Parce que le bord, il est face à lui-même. Du coup, il fait son calcul d'éclairage, son calcul de voisinage face à lui-même, mais du coup, ça reste OK, plat. Il n'y a pas une déchirure si en face, lui, il était haut et son voisin, il était bas. Voilà. Est-ce que vous voulez que je garde ce code de côté? Comme ça, parce que je vais introduire maintenant le bruit de Perlin. Et bon, on enlèvera forcément ce qu'on vient de faire là. On le laissera éventuellement juste pour le coloriage, mais plus pour les déplacements. Plus pour le displacement. Make file. Là, on va appeler ça la version 1.1. Make dist. Voilà. Et MV SC0202. Dans point. Je le mettrai tout à l'heure en ligne. Ou peut-être vous. Voilà, je peux le faire maintenant. Git add. On va l'appeler triangle edge. Triangle edge. Moins 1. Git push. Ok. Perlin. Donc vous revenez à la racine du dossier displacement. Vous avez un dossier qui s'appelle Perlin noise. Bon, clairement, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'explication du bruit de Perlin. Mais pareil, je veux bien, mais il faut vraiment prévoir un temps assez, bon, minimum une grosse heure, voire 1h30, juste pour essayer de rentrer dans les détails. Après, voilà, c'est pas nécessaire de comprendre tout le détail de l'implémentation du bruit de Perlin pour comprendre le bruit de Perlin. Donc je vais essayer de vous faire sentir en fait comment ça fonctionne, tout simplement. Donc je vous ai préparé deux exemples, un qui est plutôt pédagogique entre guillemets, c'est Round and Perlin Noise, et un qui est plus pour que vous l'utilisiez dans vos futurs projets. Qui est en fait une implémentation GPU, partiellement de moi, mais, enfin très partiellement, je veux dire, moi j'apporte que la partie CPU d'une implémentation GPU de Perlin, proposée à l'époque par ATI, je crois, ATI qui est AMD aujourd'hui.
Sachant que, si je dis pas de bêtises, il faut regarder la doc, mais à une époque, il était question que la fonction du bruit de Perlin soit une fonction de GLSL, la fonction noise. Voilà. Voilà. Que dit la description? Pseudo-random noise function. Ah, je vous laisse l'essayer, hein. Ou peut-être on l'essaye tout de suite, en fait. Tenez, on va l'essayer tout de suite. Donc elle fait partie de... Ça se trouve, ça fait un moment que j'ai pas essayé, mais ça se trouve, je suis plus du tout à jour. Mais la dernière fois que je l'ai essayé, en fait, elle renvoyait toujours zéro, hein. Donc une fonction de bruit de Perlin qui prend donc soit un float, soit un vec2, soit un vec3. Non, pardon. C'est laquelle que je veux, moi? Noise 1. Noise 1, disons. Je veux noise 1 et x que j'envoie, ça serait... X, c'est quoi? Il dit gène type, donc ça peut être n'importe quel vecteur, hein. Donc ok, je lui passe un vecteur bidimensionnel x et je demande noise 1. Ah, peut-être que noise 1 marche maintenant. Ça se trouve, elle marche. Après, bon. Luminance. Ok. Je remplace luminance par noise 1, 2. Bon, déjà, mon interprète de GLSL, il aime pas. Noise 1, 2, GSO Tech Chord. Wow. Ça marche chez vous? Ma machine a mal. Ça fait rien. Mais moi, j'ai un gros souci là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je comprends absolument pas ce qui se passe. J'ai peur pour l'enregistrement. Je sais pas, chez moi, donc le résultat, c'est que j'ai un énorme lag. Là, je suis tombé à 0,05 frames par seconde. Vous? Non. C'est toujours sur 100. Ça va. Ok. Enfin bon, pour dire, comme à l'époque où j'avais testé ces fonctions, elles renvoyaient toujours 0. Elles n'étaient pas implémentées. Et voilà, j'ai un doute, mais effectivement, là, c'est la première fois que j'ai ce résultat d'énorme lag. Ce que vous avez vu un truc à l'écran. Ça correspond pas à ce que j'ai fait. Moi, j'ai modifié une couleur et on dirait que ça a généré de la géométrie. Je sais pas ce qui s'est passé. À tester dans un autre contexte. Bon, voilà. Donc je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. J'aurais dû continuer tout droit dans mon cours. Bon, c'est pas grave. Revenons au principal. Donc j'en étais à dire le bruit de Perlin. Essayons de comprendre donc comment fonctionne le bruit de Perlin, donc qui est quand même un truc assez central dans l'informatique graphique. Euh, je vous propose un très bon cours. Alors, le site développé.com, je pense que vous connaissez pas trop.
C'est un truc précurseur des tutos. Voilà. Il y a des très bons trucs dessus. Et concernant le bruit de Perlin, franchement, je valide à 200% cet article. Il y a tout le détail. Enfin, presque, en tout cas, si je veux pas, bon, si j'ai quelques notions mathématiques qui me manquent, je vais aller les chercher à côté. Mais il y a vraiment tout le détail de qu'est-ce que le bruit de Perlin. Euh, alors, moi, je vais commencer par faire un dessin d'abord. Donc, ce qu'il faut avoir à l'idée, c'est que dans un bruit de Perlin, on va venir simplement créer des valeurs, enfin récupérer ou créer des valeurs pseudo-aléatoires, hein, le long disons, d'un axe, d'accord, et créer derrière une sorte de fonction foo, donc l'axe c'est x, où vous allez donner une valeur ici, peu importe le x que vous donnez, foo de x, et que ce truc-là, ça va vous donner une hauteur h. Donc, concernant, en fonction du x que vous avez, ça va générer une hauteur h. Mais vous êtes parti d'un échantillonnage, c'est-à-dire un choix de valeurs aléatoires, pseudo-aléatoires, de départ. Donc si votre x que vous donnez là, dans le paramètre, alors généralement dans le bruit de Perlin, les valeurs que ça vous génère sont comprises entre 0 et 1. Aussi, généralement, vous allez générer des choses différentes jusqu'à 1. Et après, quand vous allez recommencer, ça va boucler. Le bruit de Perlin, il a un côté cyclique. Faut l'admettre, ça. Et donc, sinon, le fonctionnement, il est plus ou moins simple. Prenons la version la plus simple. Vous avez échantillonné. Et à partir de cet échantillonnage, vous faites des interpolations linéaires pour juste venir compléter la courbe que vous avez échantillonnée. Et donc après, vous donnez un x, tac, et vous venez chercher la hauteur de ce x. Et vous renvoyez cette hauteur, h. C'est plutôt simple. Donc ça, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est début des années 80. Ken Perlin travaille aussi avec l'industrie du cinéma et travaille sur le film Tron. Ça, c'est le contexte. Et les machines, à l'époque, elles n'ont pas beaucoup de mémoire. Les textures, ça coûte cher en mémoire. Et donc, c'est là où ils commencent à réfléchir sur vraiment la génération de textures procédurales. Le bruit de Perlin, c'est d'abord les textures procédurales. Donc, fabriquer des textures avec des fonctions. Et donc, voilà, ça part de là. Après ce truc-là, on va rajouter des couches, plus ou moins simples à comprendre. Tout ça, c'est dans l'article que je vous ai montré aussi de développer.com. Mais je vous fais un résumé rapide. Ici, on est en train de faire une interpolation linéaire. Vous avez d'autres méthodes d'interpolation. On vous parle dans l'article d'interpolation cosinus, d'interpolation cubique, etc. L'ERP, c'est généralement le terme qu'on utilise pour une fonction qui fait une interpolation linéaire. Je prends une autre couleur, oui. Et donc, vous pouvez imaginer d'autres types d'interpolation, des trucs qui passent. Alors, plus vous changez de type d'interpolation, plus le résultat sera meilleur, mais plus complexe à calculer. Et donc, la fonction sera plus lente. Voilà. Bon, ça, c'est première étape. Donc, c'est facile, plutôt. Bon, c'est facile, non, parce que comment on fait quand on est en 2D, qu'on est en train d'interpoler des bruits sur un plan, comme ça. Tac, 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 tac. J'ai des taches blanches, là où j'ai fait
j'ai tapé au stylo. Et comment faire des ronds blancs, du coup, autour des taches blanches et du noir, etc. Bah, là, le truc, il est plutôt simple. Vous êtes en réalité dans une grille où vous avez mis une tache noire ici, une tache blanche ici, une tache grise par là et une autre tache par là. Bon, vous êtes sur une grille. Et en réalité, vous avez demandé un bruit, un noise, à double coordonnée XY. Hein, ce qui est marrant avec le bruit de Perlin, c'est qu'il est stable dans le temps. La fonction random, elle n'est pas stable. À chaque random, vous avez une nouvelle valeur et vous n'avez pas de prédiction. Là, c'est du random contrôlé par un paramètre. C'est du random paramétré. D'accord? Et ce XY, ça se trouve, il est par là. Il est ici. Eh bien, ça vous connaissez déjà. Enfin, on connaît les textures, nous, on pratique un peu plus OpenGL. Donc ça, en réalité, on connaît. Il y a ce qu'on appelle une interpolation bilinéaire qui est faite. Donc une fois linéaire et une fois linéaire. Et du coup, on fait contribuer au fait les quatre points qui sont là au calcul du point qui est là. Voilà, ça c'est comment passer de 1D à 2D. Je vous laisse imaginer 3D. Vous êtes dans un cube, quoi. 4D, ça fait mal à la tête. Voilà, après vous arrêtez d'imaginer et vous faites des formules d'algèbre, quoi. Vous résolvez des problèmes, des systèmes de plus en plus gros. Voilà. Donc ça, c'est les passages en dimension supérieure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Le simplex. C'est un peu compliqué, j'ai pas envie de rentrer à fond dedans parce que je maîtrise pas le truc. Le simplex noise, c'est une version améliorée du bruit de Perlin. Je sais pas si le terme simplex, vous l'avez entendu avec Louis. Un simplex, c'est un triangle. En gros, pour faire simple, en 1D, un simplex, c'est un segment. En 2D, c'est un triangle. Et en 3D, c'est un tétraèdre. Bon, ça, c'est le terme simplex. Hein. Je vous ai trouvé une vidéo que j'ai laissée ici pour qu'elle puisse être enregistrée. Donc, Finite Math, a Visual Overview of the Simplex Method. Alors, le mot simplex, hein, donc moi je vous ai dessiné donc un segment, un triangle et un tétraèdre. Simplement, sachez que derrière ce mot-là, il y a une méthode algorithmique qui permet de résoudre des systèmes d'inéquations de manière rapide, qui s'appelle l'algorithme du simplex, qui consiste à aller naviguer et chercher une solution optimale. Je reviens vers mon... chercher une solution optimale sur des arêtes. Voilà, en cherchant en fait il y a beaucoup plus d'arêtes que ça. Donc vous allez chercher la solution optimale à un système d'inéquation par cet algorithme-là. Et donc oui, il faut que je raccorde ça au bruit de Perlin. Et donc dans le bruit de Perlin, vous avez une amélioration apportée un peu plus tard par Ken Perlin qui consiste à utiliser le simplex. Un peu plus loin, je pense qu'il en parle. Donc ça c'est l'implémentation classique. Ils en parlent ici, simplex noise, qui est donc une amélioration qui va permettre d'avoir un moindre coût. Alors je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Pour moi, le simplex apporte un meilleur résultat et pas forcément un moindre coût. Bon, là-dessus, on n'est pas d'accord. Au bruit de Perlin. Et donc, c'est ce qu'on appelle le S-noise par rapport versus le noise classique de Perlin. Le S-noise, c'est le simplex noise. Donc, c'est un noise à peu près équivalent, pour moi, légèrement ayant légèrement moins de défauts d'interpolation, qui est le simplex noise. Voilà, bon.
Et donc, un bruit de perlin, ça ressemble à quoi? Pas forcément à ça, hein. Pour moi, un bruit de perlin, ça, c'est pas encore le bruit de perlin. Ça non plus. Bon, au pire, je vous le montrerai dans le petit programme. Il est 14h40. Je vous le montrerai dans le petit programme tout à l'heure. Ah, si, si, là. Ça ressemble à du bruit de perlin. Voilà. On est là-dessus. Bruit de perlin, c'est ça. Donc, j'ai un nuage de points random et en gros, j'ai la capacité de zoomer dedans. C'est ça. Et là, on n'est pas exactement dans du bruit de perlin. Donc là, c'est un peu mieux. Voire plus tard, alors j'avais vu une autre image, celle-là, c'est beaucoup mieux. Alors vous m'arrêtez si vous ne voyez pas de quoi pourquoi je dis beaucoup mieux celle-là que l'autre. Non, vous ne voyez pas. Ok. Vous voyez pas en quoi cette image est beaucoup mieux que celle-là? C'est définition. Les détails, la richesse du bruit, l'entropie. Oui, parce que du coup, il y a des informations Ouais. comme le cycle et un autre, du coup, ouais, Ouais. répétitif Oui, oui, répétitif l'autre, effectivement, et lisse et beauf. Voilà. Comment rendre le truc répétitif, lisse et beauf? Rendre un truc plutôt beaucoup mieux comme ça. Hein. D'ailleurs, si on analyse d'un point de vue dimension fractale, ce deuxième est plus haut en dimension fractale que le premier. Il contient plus d'informations, il est plus riche. Et ben, comment on fait ça? Comme quand vous prenez une courbe périodique. D'accord? C'est tout lisse. Il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous allez venir lui rajouter une version à fréquence plus élevée et à amplitude moins élevée. Donc, vous lui rajoutez quelque chose qui fait 2 fois la fréquence et 1/2 fois l'amplitude. Donc, vous imaginez cette courbe, vous créez sa petite sœur, qui est en réalité qui court 2 fois plus vite. Enfin, qui court 2 fois plus vite, ça veut dire elle fait des oscillations 2 fois plus rapidement, mais qui va 2 fois moins haut. Et encore la petite sœur. Plus encore l'autre petite sœur qui fait des petits trucs comme ça. Bon, ça c'est des fonctions périodiques. Vous additionnez tout ça. Ça vous donne une sorte de fonction un peu plus stylée, quoi. Enfin, je sais pas trop comment la dessiner. Quelque chose de plus riche. Mais elles sont périodiques, elles. Ben, imaginez qu'au lieu de dire c'est des fonctions périodiques, vous dites c'est un bruit. Mais c'est un bruit un peu lisse, auquel vous rajoutez un bruit un peu moins lisse, auquel vous rajoutez un bruit un peu moins lisse. Vous voyez? La grosse, elle faisait ça. La petite, elle va faire, je sais pas moi, je sais pas, je dessine très mal. Et là, encore plus petite. Et vous les additionnez et ça vous fait quelque chose de très riche. Voilà, vous venez sommer ces trucs-là et ça vous donne quelque chose de plus riche. En gros, ça, c'est ce qu'on appelle le perlin multifréquentiel. Vous venez rajouter des fréquences avec des amplitudes, des fréquences 2 fois plus rapides avec des amplitudes 2 fois moins amples à chaque fois. Vous le faites un certain nombre de fois et vous augmentez au fait la résolution de votre bruit. Donc voilà, c'est l'hyper bruit de perlin en fait. Et c'est ça en réalité qu'on exploite réellement pour faire des trucs sympas. C'est plus celui-là que le truc de base. Ça c'est la base du bruit de perlin. La base avec laquelle on travaille. Et ça, en réalité, ce que je viens de montrer là, ça se décline sur n'importe quel générateur de quelque chose, de bruit ou de pas de bruit, de fonction périodique, en fait. Donc ça se décline à l'infini. Donc, oula, j'ai perdu l'image. Oh. Check.
Oula. Est-ce que... Est-ce qu'en cours de route, je peux faire ça? En cours d'enregistrement? Bon, j'espère que l'enregistrement continue correctement. Waouh. Il me reste 15 minutes, c'est peu pour... Peut-être que je vous laisserai essayer d'implémenter la suite en prenant le code que je vais vous montrer. Je ne vais pas avoir le temps en 15 minutes de... Mais on la finira ensemble, s'il n'y a pas de souci, on finira ensemble l'implémentation au-dessus du drapeau, là. Enfin, du code du drapeau à l'implémentation du bruit de perle. Je veux passer quand même un peu de temps à vous expliquer donc cet exemple, Round and Perlen Noise. Tar ZXVF Round and Perlen Noise. Il n'y a rien d'extraordinaire visuellement, mais ça vous introduit un tout petit peu à la notion de bruit, ce code. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? J'essaye de me souvenir. La courbe blanche qui frétille. C'est l'équivalent de la fonction rand. Mais vous en avez une implémentation là, hein, dans ce code-là. Ce n'est pas rand. On parlera 2 secondes de l'implémentation qui est là. La courbe qui est rouge en dessous de la courbe qui frétille, c'est un bruit paramétrique, c'est-à-dire un bruit que je calcule de manière dépendante à la coordonnée x. La coordonnée x, c'est le truc qui court de gauche à droite, quoi. Donc vous voyez, ça ressemble à du bruit. Mais c'est dépendant de x. C'est pour ça que ça ne bouge pas. À toutes les frames, je régénère. Hein, le bruit, il est stable. Alors que le bruit blanc, là, la courbe blanche, elle frétille. Parce que elle, c'est comme rand, en fait. Rand, vous générez une suite qui a l'air aléatoire. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça du pseudo-aléatoire. C'est une suite. Hein. C'est juste que les valeurs, elles ont l'air d'être complètement incohérentes les unes par rapport aux autres, et tellement incohérentes qu'on appellerait ça de l'aléatoire. Et même, en fait, cet aléatoire, donc dans ce programme, si vous appuyez sur la flèche du haut, vous voyez une courbe qui monte vers le haut. Vous appuyez encore, elle monte encore. Vous appuyez encore, elle monte. Et elle a tendance à devenir de plus en plus plate. Alors, c'est à la fois le bruit et la statistique du bruit que je suis en train de vous montrer visuellement là. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de voir les occurrences de chaque bruit qui est produit et vous êtes en train de constater que chaque élément, il a presque les mêmes chances d'apparaître que les autres. Ils sont tous au même niveau, ce qu'on appelle l'histogramme des valeurs produites. Et quand je redescends, j'échantillonne moins en fait. Quand j'échantillonne beaucoup, je fais une statistique et je constate que mon bruit il est uniforme en fait, hein, réellement. Et donc ça, faut aller regarder du côté de la suite qui génère votre bruit. Elle a des particularités qui la rendent uniforme. Mais après, je pense qu'il y a des gens qui sont vachement plus experts que moi pour parler de bruit, notamment les gens qui travaillent en crypto. Parce que générer des valeurs pseudo-aléatoires correctes, c'est vraiment un domaine très sensible de la cryptographie. Voilà. Bon, bref. Donc là, c'est du bruit blanc, du coup. Ça veut dire du bruit uniforme qui est généré. La version rouge, c'est la version stabilisée par rapport au paramètre X, donc on l'appelle un bruit paramétrique. Et ce que vous avez ici en bas à gauche, c'est la même chose, mais en 2D, un bruit 2D qui est régénéré tout le temps. Donc c'est pour ça que lui aussi, hein, vous voyez, il devient gris clair. Il est toujours uniforme. Voilà, c'est la même chose que vous avez en bas, mais en 2D. Et ici, donc flèche gauche, flèche droite, vous avez
un bruit que vous allez peut-être reconnaître, un bruit sur lequel on peut zoomer jusqu'à voir l'interpolation de ce bruit. C'est le bruit de Perlin. Donc en réalité, hein, celui qui est à droite, là, c'est juste un bruit comme celui qui est au centre, paramétrique 2D, à 2 paramètres, ça veut dire, mais sur lequel je peux aller zoomer, c'est-à-dire je peux aller chercher des valeurs entre 4 valeurs, entre 2 valeurs en une dimension, entre 4 valeurs en 2 dimensions, et entre 8 valeurs en 3D, etc., etc. Et donc c'est ça, le bruit de Perlin que vous avez là, sous les yeux. Et vous voyez, après, il se répète, hein, même quand vous dézoomez à l'infini, en fait, vous remettez à zoomer à un moment. Bon, ce code, voilà, il a un intérêt visuel, mais il faut aller quand même aussi le regarder en termes d'implémentation. Pour juste comprendre ce qui s'y passe, hein. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur qui est utilisé, tout est là. Donc par exemple, comment fabriquer un bruit uniforme? Là, je suis allé chercher le bruit proposé par Donald Knuth dans The Art of Computer Programming avec les bonnes valeurs magiques pour générer un bruit uniforme. Pour moi, c'est des valeurs magiques parce que j'ai pas le niveau pour comprendre en quoi ces valeurs ont des propriétés qui font générer des valeurs qui ont l'air aléatoires. Ce que vous devez comprendre néanmoins, qui est à votre portée, c'est qu'en réalité, donc on part d'une valeur, de la valeur qu'on appelle l'acide, on la multiplie par une valeur magique, on lui additionne une valeur magique et on la recaste dans un domaine de valeurs possibles. On fait des modulos, quoi. Donc on retombe toujours sur nos pattes. La question, c'est de ne pas retomber de manière cyclique sur nos pattes. Hein, c'est-à-dire que l'aspect aléatoire, il faut qu'il n'y ait pas de cycle au fait dans la répétition. Le moins de cycles possible, donc presque pas de cycles du tout. Donc quand vous trouvez les bonnes valeurs de multiplication, d'addition et de masque, enfin le masque on n'a pas trop le choix, mais de multiplication et d'addition qui vous produisent au fait des nombres, des séries qui ont l'air aléatoires et statistiquement derrière, vous pouvez mesurer au fait si vous convergez vers quelque chose d'uniforme, c'est OK. Donc une fois que vous avez ça, en fait, vous pouvez prendre votre random classique. Donc ça, c'est quelque chose de très proche de l'implémentation de la fonction standard rand. Vous le prenez et vous modifiez légèrement les règles pour introduire un paramètre de stabilisation X, comme une sorte à la place de l'acide, qui est, elle, mise à jour continuellement, en fait. Vous voyez, il y a une mise à jour continuelle de l'acide, valeur est en fonction de l'acide, acide égale valeur, et le prochain coup, je recommence. Ici, en fait, le terme, il est dépendant de X, un peu mixé, avec ces valeurs magiques, comme d'habitude, pour produire un nombre aléatoire dépendant de X. Bon, vous reprenez la même chose et vous utilisez 2 fois la fonction qui dépend de X avec une autre qui s'appelle XY urand et vous obtenez un bruit de paramètres XY, stable aussi. Et voilà. Et le reste, c'est des fonctions qui permettent de tester la statistique, les occurrences des bruits générés. Dans le fichier Improved Noise, c'est l'implémentation de 2001 de Ken Perlin. Donc c'est lui qui écrit ce code en 2001. Et donc on peut retrouver effectivement les fonctions d'interpolation, les fonctions de gradient, etc. Et puis le tableau de valeur initiale, où est-ce qu'il est? Il doit être quelque part. Je sais plus, il doit être dans un fichier H ou randomisé, je sais plus. Peu importe. Bon, donc là vous avez la fonction Perlin implémentée en C. Et je crois que je vais juste finir par l'autre exemple, par vous montrer l'autre exemple et vous expliquer comment il marche pour que vous essayiez de l'implémenter
avant qu'on se revoie la prochaine fois, qui est donc tar ZXVF Perlin GPU. Donc, cet exemple qui est tiré donc d'une implémentation qui à l'époque était proposée, vers 2004, proposée en GLSL par ATI, qui est aujourd'hui AMD au fait. ATI et Nvidia, c'était les concurrents côté carte graphique, et ATI a été racheté par AMD. Donc à partir de là, c'est l'implémentation proposée par ATI, où on retrouve les fonctions fade, le calcul du simplex, le noise classique sans simplex, le noise tridimensionnel classique sans simplex, le noise quadridimensionnel classique sans simplex, et le S-noise, le simplex noise 2D, le S-noise 3D, le S-noise 4D. Donc vous, en réalité, vous voyez laquelle vous intéresse, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout garder. Soit les noise, soit les S-noise. Vous voyez, si vous avez besoin de 1D, 2D, 3D, 4D. En gros, vous gardez tout. Et quand à la fin, vous avez fini d'implémenter votre truc, vous enlevez ce qui ne vous sert à rien. Je rappelle, vous allez être dans un contexte 64K. Et que même le code, là, il est pesé. Donc ça pèse dans la balance. Donc il faut enlever les fonctions qui ne vous servent à rien. Et sinon, donc pour pouvoir utiliser ce bruit, il faut quand même le bruit de départ. Et donc ici, j'avais proposé dans le noise.c le tableau de permutation et les valeurs pour les gradients qui doivent être envoyés en termes de texture. Voilà, donc il y a quand même deux fonctions C qu'il faut utiliser. Une qui s'appelle useNoiseTexture. Vous lui passez le programme ID de votre shader et la coordonnée de texture où il doit envoyer deux textures qui s'appellent permTexture et gradTexture. Donc ces deux trucs-là sont nécessaires à l'implémentation. Ils sont en CPU et ils sont nécessaires à l'implémentation pour qu'elle fonctionne. Donc c'est pas une implémentation full GPU, mais il y a cette dépendance CPU. Donc les permutations et les gradients sont envoyés dans deux textures qui sont déclarées à partir d'un niveau de texture qui s'appelle shift. Donc si vous avez 0 texture, votre shift vous le mettez à 0. Si vous avez déjà une texture qui est utilisée, votre shift vous le mettez à 1. Pour dire prends l'étage à partir de 1 ou prends l'étage à partir de 2, etc. Ça, c'est pour activer l'utilisation du noise. Ça, c'est pour désactiver l'utilisation du noise. Ces deux fonctions sont nécessaires pour utiliser les fonctions noise dans le shader. Sinon, il va faire du noir. Elles vont faire des pixels noirs, les fonctions noise. Donc, voilà. Et dans l'exemple que je vais exécuter pour finir... Oui, je reviendrai, si vous n'arrivez pas à le faire, on le fera à la prochaine séance. Donc dans l'exemple, j'ai simplement un tore qui est dessiné sans rien. Et ce que vous voyez là est un bruit de Perlin qui bouge dans le temps. Et je peux zoomer ou dézoomer dessus. Alors c'est un bruit de Perlin? Non. C'est un bruit de Perlin stylisé. J'ai fait de la cuisine avec pour fabriquer du marbre. La cuisine sur le bruit, je vous laisse faire. Enfin, c'est pas un exercice évident. Donc, il faut quand même réaliser qu'à la base, on part juste d'un bruit de Perlin. Attendez, je vous montre quand même. Où est-ce que je fais ma cuisine? Elle n'est pas très compliquée, ma cuisine, là, non? Là, je fais de la cuisine. Et puis là, j'appelle la fonction noise avec ma cuisine. Donc, si je faisais pas de cuisine,
Alors, mon noise, je ferai noise de probablement VSO Tech Cord. Attendez, je vous montre. VSO Tech Cord. Un bruit de 2 dimensions. Enfin, la coordonnée paramètre du bruit, elle est bidimensionnelle et le bruit, c'est juste une valeur entre 0 et 1 que je ne vais pas cuisiner. Du coup, j'ai dit, ça veut dire, je vais dire frag color égale vec4 de no, point virgule, et return. Arrête-toi là. Pas besoin de recompiler. Donc vous voyez le bruit de Perlin très lisse là. Pas assez de bruit. On va le multiplier par 20 pour aller chercher plus de valeur dans le bruit de Perlin. Oula. Non, j'ai pas multiplié au bon endroit. Non, c'est pas là qu'il fallait multiplier par 20, c'est là. C'est la coordonnée que je multiplie par 20 pour aller chercher plus de valeur. Voilà, bruit de Perlin. Disons, voilà, plutôt de base, c'est ça le bruit de Perlin. Et donc tout le reste, c'était de la cuisine pour le transformer en sorte de marbre. Pareil, vous prenez un bruit de Perlin, vous faites de la cuisine, vous transformez ça en sorte de texture de bois. En nuage, en quoi d'autre? En eau. On peut essayer de faire ça la prochaine fois. On le fait ressembler à de l'eau. La prochaine fois, on prend les bouts de code qui sont là, on les incorpore dans l'autre bout de code et on essaye de faire quelque chose de ce style-là, en faisant un peu de cuisine. Voilà, ce sera séance culinaire. Bon, merci.